Bienvenue dans le débat. Bonjour, moi c'est Wided. Et moi, c'est Mehdi. Nous sommes l'agence web Auron et nous vous propulsons parmi les étoiles du web. Yes. Aujourd'hui, notre échange se concentre sur les dynamiques complexes de la vente en ligne. Tout à fait. En fait, en tant que spécialiste et co-auteur de l'article de blog qui sert de base à notre analyse aujourd'hui, nous allons décortiquer tout cela pour vous. Exactement. Et le point de départ de notre analyse croisée, c'est une statistique qui, franchement, frappe de plein fouet quiconque s'intéresse au commerce digital. Près de 70% des paniers sont abandonnés au moment même du paiement. Hmm. 7 sur 10, c'est énorme. C'est colossal. Et la cause principale n'est presque jamais un désintérêt soudain pour le produit. Non, c'est l'apparition de frais de livraison inattendus ou la découverte d'une politique de retour qui est, disons, restrictive et floue. Voilà, la mauvaise surprise à la dernière seconde. C'est ça. Face à ce constat accablant tiré de notre article, une question centrale émerge. Est-ce que ces frais de livraison et ces politiques de retour doivent être considérés avant tout comme des investissements marketing, psychologiques pour doper la conversion, ou bien relèvent-ils de contraintes logistiques et financières si strictes qu'elles interdisent d'utiliser la gratuité comme un simple levier promotionnel? C'est une vraie ligne de fracture stratégique. Absolument. Pour ma part, je soutiens fermement que ces politiques constituent les leviers marketing les plus puissants pour instaurer la confiance et neutraliser la friction psychologique inhérente à l'achat en ligne. Eh bien, j'aborde cette question sous un angle fondamentalement plus prudent. Transformer des coûts logistiques incompressibles en simples outils promotionnels, ça présente des risques structurels majeurs. Masquer la réalité financière de l'expédition et du traitement des retours sous le vernis séduisant de la gratuité, ça crée des attentes totalement insoutenables, particulièrement pour les acteurs qui n'ont pas la force de frappe financière des géants mondiaux de la distribution. Je comprends, mais l'essence même du commerce électronique repose pourtant sur un déséquilibre très clair. C'est le client qui prend le risque initial. Contrairement à l'expérience en boutique physique, il lui est impossible de toucher la texture d'un tissu, d'essayer une paire de chaussures ou d'évaluer le confort d'un fauteuil avant de finaliser sa transaction. Mhm. L'achat en ligne est un exercice de gestion du risque psychologique. Les frais de livraison ajoutés à la dernière minute, ils ne sont pas perçus comme une nécessité logistique par l'acheteur. Ils sont vécus comme une taxe injuste. Une taxe, Oui, carrément. oui, c'est vraiment le ressenti, hein. À l'inverse, une politique de retour généreuse et la gratuité de la livraison agissent comme un filet de sécurité. Ce ne sont pas des astuces comptables, ce sont des nécessités absolues pour acheter la confiance du client, qui est la véritable monnaie d'échange avant même l'achat du produit. Acheter la confiance. L'expression est bien choisie, car elle souligne précisément que cela a un coût direct. Je ne nie absolument pas que le client a besoin d'être rassuré. L'analogie que nous utilisons souvent dans notre source est très pertinente. Se lancer dans l'e-commerce, c'est comme inviter des inconnus à dîner. Il faut leur prouver dès le pas de la porte qu'ils ne risquent pas l'intoxication alimentaire. Exactement. Sauf que, s'imposer d'absorber des coûts logistiques réels pour créer cette illusion de sécurité, c'est extrêmement périlleux pour la viabilité d'une structure. Sur le papier, la livraison gratuite inconditionnelle est formidable pour le taux de conversion. Dans les faits, pour de nombreux e-commerçants, cela détruit les marges nettes, particulièrement sur les petits paniers. Mais il faut cesser de voir la livraison comme une ligne de dépenses pure qu'il faut refacturer au centime près. C'est presque une vision d'épicier du siècle dernier. La gratuité n'est pas un coût logistique, c'est un coût d'acquisition client. C'est un déclencheur cognitif d'une puissance redoutable. Une vision d'épicier qui permet au moins de ne pas faire faillite à la fin du mois, je vous ferai remarquer. Laissez-moi vous donner un exemple d'économie comportementale fondamentale, que nous citons d'ailleurs dans l'article. Un client préférera toujours payer un produit 55 euros avec la livraison gratuite plutôt que 45 euros avec 10 euros de frais de port. Le montant final est rigoureusement identique, mais la perception de la valeur est radicalement différente. Hmm. Dans le premier cas, il a le sentiment de faire une affaire équitable. Dans le second, il se sent lésé au moment de sortir sa carte bancaire. Sauf que cette psychologie humaine ne fonctionne pas comme par magie sur un bilan comptable. Ou sur des algorithmes d'ailleurs. Intégrer les frais de port dans le prix de vente final, comme vous le suggérez, pour arriver à 55 euros, ça gonfle artificiellement le prix facial de votre catalogue. Résultat, sur les comparateurs de prix ou sur Google Shopping, vos produits apparaissent soudainement plus chers que ceux de vos concurrents qui affichent le produit nu à 45 euros. C'est un risque, oui, mais Vous gagnez peut-être en conversion au moment du paiement, mais vous perdez massivement en clics et en acquisition en amont, parce que votre positionnement prix semble hors marché.
C'est précisément pour contourner ce problème d'affichage que la stratégie du seuil de gratuité prend tout son sens. Si l'absorption totale vous effraie, proposer la livraison offerte dès 50 euros d'achat est le compromis idéal. Le mécanisme est fascinant. Un client a un panier à, disons, 42 euros. Plutôt que de payer 7 euros de frais de port qui lui semblent jetés par les fenêtres, il va activement chercher sur votre site un petit accessoire à 10 euros pour atteindre le palier. La fameuse vente additionnelle croisée? Exactement, vous avez transformé une contrainte logistique en une formidable opportunité de vente. Vous préservez votre marge, vous augmentez la valeur moyenne de votre panier et le client repart avec le sentiment d'avoir optimisé son achat. C'est une stratégie purement offensive. Bah, cette mécanique de gamification du panier est séduisante en théorie, je vous l'accorde. Mais regardons la réalité des données que nous avons compilées. Ce fameux seuil de 50 euros peut générer une frustration immense. Si votre client est à 48 euros et qu'il n'a besoin de rien d'autre, il parcourt votre catalogue à la recherche d'un article à 2 euros qui n'existe probablement pas, Il peut toujours prendre des chaussettes ou... s'il en trouve. Et s'il n'en trouve pas, il se sent alors pris au piège d'une mécanique marchande évidente. Pire encore, il finit souvent par abandonner purement et simplement son panier de 48 euros par irritation. Nous parlions de réduire la friction psychologique tout à l'heure. Eh bien, cette technique peut en créer une nouvelle bien plus insidieuse. La frustration d'un client à 48 euros reste quand même statistiquement marginale par rapport au volume colossal de paniers sauvés par la perspective de ne pas payer la livraison. Je n'en suis pas si sûr. L'absorption de ces coûts est une réalité faussée par les standards d'Amazon. Ces géants ont conditionné le public à exiger l'immédiateté et la gratuité, parce qu'ils pouvaient se permettre de perdre des milliards sur la logistique pour monopoliser le marché. S'aligner artificiellement sur ces attentes, quand on est un acteur indépendant, c'est mettre directement sa trésorerie en péril. Je vous accorde que la physique impose ses limites, surtout sur le transport de marchandises lourdes. Personne ne suggère de s'auto-saboter. Mais si nous voulons parler de comportements contre-intuitifs, examinons ce que notre article décrit comme le paradoxe des retours. C'est probablement l'exemple le plus éclatant de la psychologie prenant le pas sur la stricte logique comptable. Ah, le paradoxe des retours. Allons-y. Beaucoup de commerçants sont érandésis par les retours. Ils les voient comme une double peine, perte financière et dépréciation du stock. Et pourtant, nos données montrent que les sites offrant des retours gratuits, avec une procédure ultra simplifiée, par exemple un délai étendu à 30 ou 60 jours, et une étiquette prépayée déjà dans le colis, ces sites affichent des taux de conversion spectaculairement supérieurs. Augmenter la conversion en promettant qu'on peut tout renvoyer gratuitement, c'est la partie facile. Le problème, c'est ce qui se passe après. L'avalanche de colis? Et c'est là qu'intervient le paradoxe. En rassurant le client à l'extrême, en lui donnant la garantie absolue que l'erreur n'aura aucune conséquence financière pour lui, on diminue paradoxalement son envie de retourner le produit une fois qu'il l'a reçu. L'effet de dotation entre en jeu. L'effet de dotation. Oui. Une fois l'objet entre ses mains, et puisqu'il a 30 jours pour se décider au lieu de devoir se précipiter à la poste le lendemain, il s'y attache, il finit par le garder. Offrir ce filet de sécurité lève le doute initial, déclenche l'achat, et la souplesse du délai réduit la pression du retour immédiat. Vous construisez une confiance qui génère une valeur à vie du client largement supérieure au coût d'un retour occasionnel. Ce paradoxe me semble relever davantage du biais de confirmation que d'une règle absolue. Il occulte totalement les réalités sectorielles. Dans l'univers de la mode ou de la fast fashion, le retour gratuit est facilité à créer un monstre comportemental, le wardrobing. Ah oui, le wardrobing. Le client commande délibérément la même veste en 3 tailles différentes, sachant pertinemment qu'il va en renvoyer 2. Ou pire, il commande une tenue pour une soirée, garde l'étiquette cachée et la renvoie le lundi matin. La gratuité devient une invitation à la location sans frais. Et financièrement, c'est une hémorragie pour le vendeur. Vous citez des comportements abusifs extrêmes. On ne construit pas une politique commerciale globale et pénalisante pour 95% de clients honnêtes uniquement pour se protéger de 5% d'acteurs de mauvaise foi. Ces 5% suffisent amplement à détruire la rentabilité d'une entreprise. Et plongeons un instant dans la réalité légale détaillée dans notre texte, notamment en Europe, car cela complique dramatiquement l'équation financière. Vous parlez du droit de rétractation? Tout à fait. Le droit de rétractation de 14 jours exige déjà du marchand qu'il rembourse non seulement la valeur du produit, mais également les frais de livraison standards initiaux. Faisons le calcul ensemble. Si un client achète un pull à 60 € et pèse 5 € de livraison, et qu'il le retourne dans le délai légal, vous devez lui rembourser 65 €.
Vous avez déjà perdu les 5 € d'expédition aller qui ont été payés au transporteur. Oui, c'est la loi. Exactement. Et si, par-dessus cette obligation légale stricte, vous décidez d'offrir l'étiquette de retour prépayée au nom de votre marketing psychologique, vous payez de nouveau 5 € au transporteur pour le trajet retour. Vous venez de perdre 10 € secs, plus le temps de reconditionnement sur une vente qui n'a même pas eu lieu. C'est mathématiquement insoutenable sur des paniers moyens de faible valeur. Votre calcul est exact sur une vente unitaire annulée. Mais vous isolez la transaction au lieu de regarder la vision macroéconomique. La macroéconomie ne paie pas les factures logistiques à la fin du mois. Laissez-moi terminer le raisonnement. Si vous n'aviez pas offert cette politique de retour rassurante, cette cliente n'aurait peut-être jamais validé son panier initial. Vous auriez économisé vos 10 € de frais logistiques, certes, mais vous auriez un taux de conversion anémique. L'enjeu est d'automatiser ce processus avec un portail de retour fluide pour minimiser le coût de traitement humain et d'accepter cette perte ponctuelle comme un investissement indispensable pour acquérir des parts de marché. L'expérience client sans friction est le seul rempart contre les géants du secteur. Je propose une méthode d'acquisition bien plus rationnelle. Plutôt que de financer les doutes du client par une politique de retour dispendieuse qui agit comme un simple pansement, l'investissement doit être porté sur la prévention de l'erreur. C'est-à-dire, Comment gérer les retours sans se ruiner? En les empêchant de se produire. Des fiches produits d'une précision chirurgicale, des photographies haute définition sous tous les angles, des vidéos de démonstration, des guides de tailles interactifs utilisant la réalité augmentée. Plus vous donnez d'informations factuelles au moment de la décision, moins le client se trompe de taille ou de couleur. je vous rejoins sur ce point. La prévention par la richesse du contenu est fondamentale. C'est là qu'il faut investir. Vous investissez dans vos actifs numériques une bonne fois pour toutes, plutôt que de payer les transporteurs à faire voyager des colis inutilement dans les deux sens. Une belle fiche produit est cruciale, je ne le conteste absolument pas. Néanmoins, l'expérience sensorielle manque toujours. L'écran ne transmet pas la rigidité d'un cuir ou le tombé d'une robe. Le doute résiduel existera toujours et c'est ce doute final que la politique de retour doit balayer. Mais cela nous amène logiquement à l'autre aspect majeur de l'attente du client abordé dans notre article, les délais de livraison. C'est un terrain où, une fois de plus, l'ombre d'Amazon a complètement distordu la perception du public avec son standard de livraison à 24 heures. Exactement, et c'est une course à l'armement logistique qu'un acteur indépendant ne peut tout simplement pas gagner. Essayer de promettre du 24 heures sans avoir l'infrastructure d'un mastodonte derrière, c'est s'exposer à des échecs de livraison constants et à une destruction pure et simple de la réputation de la marque. C'est pour cela que notre analyse montre que nous ne devons pas lutter sur le terrain de la vitesse pure, mais sur celui de la gestion des attentes et de la fiabilité. Une livraison annoncée entre 3 et 5 jours ouvrés est parfaitement acceptée par la majorité des consommateurs, à une condition stricte que cette information soit affichée clairement avant que la carte bancaire ne soit sortie. La transparence, toujours. Oui, mais c'est ici que l'approche psychologique reprend ses droits, à travers la communication proactive. Le vide est angoissant pour un acheteur. Un délai de 4 jours passe inaperçu si, dès le lendemain de la commande, le client reçoit un email personnalisé, chaleureux, lui expliquant que sa commande est préparée avec soin par l'équipe et qu'elle vient d'être confiée au transporteur. On tisse un lien émotionnel. Un email chaleureux. Oui. Ce suivi très humain crée une indulgence et une fidélité que la logistique clinique silencieuse et déshumanisée des grandes plateformes ne peut pas générer. La transparence préalable est non négociable. L'ambiguïté sur les délais ou les prix détruit la confiance instantanément. Sur ce point, nous sommes en accord total. En revanche, je refuse de prêter des vertus magiques à un, je cite, « email chaleureux ». Un message bien rédigé atténue brièvement l'angoisse de l'attente, c'est vrai, mais il ne remplace absolument pas l'avantage compétitif d'une logistique performante. Il la complète. Non. Les clients sont peut-être sensibles à une touche humaine, mais fondamentalement, ils n'achètent pas pour recevoir des mots doux. Ils achètent pour recevoir un produit en parfait état à la date promise. Mais la fiabilité n'exclut pas l'empathie. Si le colis a un jour de retard, le fait d'avoir prévenu le client de manière transparente et humaine désamorce 90% des conflits potentiels. Désamorcer un conflit ne signifie pas créer une expérience mémorable. La fiabilité dont vous parlez n'est pas un levier marketing, c'est le minimum syndical exigé pour avoir le droit d'opérer sur ce marché. Tenir sa promesse de livrer en 4 jours, ce n'est pas surprendre le client, c'est juste faire correctement son métier. Et c'est bien pour cela que la maîtrise des coûts reste primordiale. Si votre communication post-achat est brillante, mais que votre structure de coûts logistiques vous fait perdre de l'argent sur chaque commande livrée gratuitement, vous êtes simplement en train de financer avec le sourire votre propre faillite. Vous dramatisez un peu là. Pas du tout. Le consommateur d'aujourd'hui est hyper irrationnel.
Il compare le prix final du panier, livraison incluse. Il veut son produit, pas une relation épistolaire avec son vendeur. Je comprends que vous restiez ancré dans la stricte rigueur des tableaux de flux de trésorerie. C'est bien sûr une protection vitale pour toute entreprise. Mais pour synthétiser l'approche que je défends aujourd'hui, l'e-commerce doit adopter une posture résolument offensive. Hum, La livraison et les retours ne sont pas des appendices logistiques qu'on gère à la va-vite une fois le site en ligne. Ils sont la vitrine même de l'engagement de la marque envers son client. Offrir des seuils de gratuité intelligemment calculés, rendre les retours indolores avec des délais prolongés, tout cela envoie un message psychologique très fort. Nous sommes tellement sûrs de la qualité de ce que nous vendons que nous portons le risque financier à votre place. C'est une belle promesse. Et c'est cette destruction méticuleuse de la friction et de l'anxiété qui transforme un simple navigateur curieux en un client hautement fidèle. L'investissement initial en vaut largement la chandelle pour conquérir un marché saturé. Et pour résumer ma vision des choses, je vous répondrai que si l'offensive permet de remporter des batailles d'acquisition, c'est la défense de ces marges qui permet de gagner la guerre de la survie économique. Joliment dit. Merci. Utiliser la gratuité comme un outil promotionnel systématique sans analyser cliniquement la réalité physique de sa chaîne d'approvisionnement est une erreur fatale. Les retours coûtent extrêmement cher, l'expédition coûte cher. Protéger sa rentabilité en facturant des frais réels et justifiés, et surtout en concentrant ses efforts budgétaires sur la prévention des retours via une information produit irréprochable, cela relève de la responsabilité de gestion. La rationalité financière doit toujours encadrer l'enthousiasme marketing. Ce qui rend cet échange particulièrement intéressant, c'est qu'au-delà de notre désaccord profond, nos positions convergent vers une vérité absolue mise en lumière par les données de notre article. L'ennemi destructeur de la conversion, c'est l'opacité. Totalement. L'ambiguïté fait fuir. Que l'on choisisse d'absorber les frais de port ou de les facturer au prix fort, l'information doit être immédiate. Les mauvaises surprises au moment de sortir la carte bancaire sont intolérables pour le consommateur moderne. C'est exact. La tension permanente entre la volonté de fluidifier l'expérience psychologique de l'acheteur et l'impératif vital de maîtriser des coûts logistiques bien réels, c'est le véritable défi de l'e-commerce contemporain. Il n'existe pas de formule magique universelle, seulement des équilibres complexes à trouver en fonction de ses produits et de sa trésorerie. Un équilibre qui nécessite d'être constamment testé et réajusté. Nous invitons nos auditeurs à réfléchir à la façon dont ces dynamiques influencent leurs propres abandons de panier ou leurs décisions d'achat au quotidien. Et si vous souhaitez approfondir le sujet, nous vous invitons à aller consulter l'article complet, l'adresse est dans la description. Tout à fait, il y a encore de nombreuses subtilités à explorer sur l'optimisation des taux de conversion. Merci d'avoir suivi cet échange exigeant au cœur des rouages du commerce digital et à très bientôt.